Melanie Perkins. Melanie Perkins is Melanie Perkins? Melanie Perkins. Melanie Perkins is the 36-year-old founder and CEO of the ridiculously successful design tool Canva. Bienvenue dans notre exploration approfondie de l'histoire de Canva, mais surtout de sa cofondatrice visionnaire, Melanie Perkins. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment une idée née dans un dortoir universitaire est devenue une licorne mondialement connue. Je pense que vous connaissez tous la plateforme Canva. J'ai moi-même une agence de communication et on l'utilise tous les jours. Même pendant mes études, je l'utilisais tous les jours. Bref, cette idée de Melanie Perkins s'est transformée en une plateforme de design révolutionnaire. Elle est aujourd'hui valorisée à plusieurs milliards de dollars. Accrochez-vous parce que cette histoire mérite le détour. J'ai toujours utilisé Canva, je pense que ça fait plus de 10 ans que j'utilise Canva sans mentir pour tout et n'importe quoi. Mes CV, mes rapports de stage, les travaux de groupe, même pour prendre mes cours en fait. Et je m'étais jamais demandé qui était derrière tout ça. Et en général, quand une entreprise est autant connue et autant utilisée, on connaît son fondateur. Typiquement Steve Jobs, Bill Gates et aujourd'hui Sam Altman. Et en fait, je n'avais jamais entendu parler, mais alors vraiment jamais, de Melanie Perkins. Ce matin, j'ai enregistré un podcast sur l'entrepreneuriat féminin et cette espèce de féminism washing. D'ailleurs, on va vous le laisser quelque part dans la description, comme ça vous pourrez aller l'écouter. Ça m'a fait penser au fait que les femmes, peut-être, sont moins mises en avant que les hommes. Parce que je refuse de croire qu'il n'y a aucune femme depuis l'histoire de l'humanité qui soit lancée dans la création d'un logiciel tech. C'est pas possible. Et donc en fait, en enregistrant le podcast, je suis allée faire une petite recherche pour savoir s'il y avait effectivement une femme qui avait déjà créé un logiciel pour concurrencer les plus gros. Et alors, il y en a, mais il y en a tellement que je me suis dit que chacune méritait une vidéo YouTube avec des extraits, enfin voilà, plus qu'un podcast, vraiment une vidéo YouTube. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence cette nouvelle série de vidéos sur Melanie Perkins et donc l'histoire de Canva. C'est parti pour la première partie, les humbles débuts. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Canva, voici une petite démonstration. Vous n'avez plus qu'à créer votre compte et dessus vous allez pouvoir créer du contenu, mais vraiment de tout type, hyper facilement, et le but premier est vraiment de concurrencer Photoshop qui est ultra compliqué, en tout cas pas de le concurrencer mais de permettre à des personnes qui ne sont pas expertes en design de déjà faire des jolies choses pour leur entreprise. Donc attention parce que cette histoire ne commence pas du tout de façon sensationnelle. Vraiment, ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que ça prouve à quel point l'entrepreneuriat c'est dur. Et en fait vraiment, toutes les belles histoires qu'on voit sur les entrepreneurs à succès, on parle très peu des difficultés qu'ils ont rencontrées et là c'est vraiment le but. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Notre histoire commence en Australie où est née Melanie. Melanie est donc étudiante en design et elle se rend très vite compte de l'angoisse qui est Photoshop et toute la suite Adobe. Autant aujourd'hui il y a pas mal de gens qui sont formés à ces logiciels, autant avant c'était la galère. Mélanie elle a toujours été encouragée par ses parents à entreprendre. Elle avait carrément créé une marque de foulards à ses 15 ans qu'elle allait vendre dans des magasins et dans des marchés. Genre elle allait leur vendre ces foulards pour que eux les revendent derrière. Et donc c'était pas hyper florissant franchement, mais c'était pas non plus dégueu. Franchement c'était pas mal. Puis à 15 ans, créer une marque de foulards fait main. Elle faisait tout à la mano. C'est déjà pas mal. Donc déjà en fait on pouvait s'y attendre à ce que Melanie elle fasse des grandes choses dans sa vie. Et donc quand elle se rend compte de ce problème là, en fait quand en école de design tout le monde a besoin d'aide sur Photoshop et qu'elle passe ses soirées à aider ses collègues et ses potes à gérer Photoshop et tous les autres logiciels de design, elle se dit qu'il faut le simplifier. Et donc à ce moment là elle sort avec un monsieur qui s'appelle Cliff Obrecht, encore une fois désolée si je le prononce mal, et qui est du coup son amoureux de l'époque, et ils se disent tous les deux pourquoi pas concurrencer Photoshop. Rien que ça. Mais bon, moi c'est ce que j'aime dans l'histoire, c'est que c'est vraiment pas gagné d'avance et pourtant, c'est réussi. Donc, let's go. On continue. Donc à ce moment-là, ils savent que l'ambition c'est de concurrencer Photoshop, mais c'est pas l'ambition à court terme, d'accord? À court terme, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'aider les entreprises à faire les écoles, à faire leurs annuaires. Donc en fait, ils veulent juste avoir un logiciel où dedans tu auras déjà le template, et t'as plus qu'à mettre les photos et ça fait l'annuaire de l'école. Et en fait, sa mère, à Mélanie, est prof d'école. Donc elle a déjà vu à quel point ça prenait du temps, mais du temps de faire ça. En plus de ça, elle voit que les étudiants en design galèrent. Donc ils savent tous les deux que la vision de l'entreprise, c'est vraiment de créer un outil de design ultra simple et accessible à tous. Mais ils vont y aller step by step et on va commencer par les écoles et les annuaires d'école. Et alors là, mes amis,
c'est un boom, d'accord? Ça marche instantanément. Et en plus de ça, ils les impriment. Canva aussi aujourd'hui ça imprime, mais je veux dire dès le début ils imprimaient. Donc en fait ils proposent aux écoles de faire leur annuaire sur le site et ensuite que Mélanie aille les imprimer. Mélanie et son copain. Et en fait ça marche tellement bien que Mélanie elle quitte l'école. Elle arrête son école de design parce que cette entreprise marche super bien. Cette entreprise qui ne s'appelle pas encore Canva. L'entreprise à l'époque s'appelait Fusion Books. Elle était designeuse, d'accord, elle était pas bonne pour trouver des noms d'entreprise. Elle était designeuse. Mais bon, ça s'appelait Fusion Books et en vrai pour l'instant c'est vrai que ça fait des annuaires donc certes l'entreprise c'est un boom tout de suite et ça marche super bien mais c'est que des galères parce que c'est tout à la main parce que du coup il faut qu'ils aillent l'imprimer eux-mêmes. Ils font tout à deux. Elle arrive même plus à suivre ses études et elle lâche l'affaire et c'est pas scalable. Ce que ça veut dire scalable, c'est que c'est une entreprise qui peut vite grossir sans avoir plus de personnes qui travaillent. Donc c'est à partir du moment où vous automatisez quelque chose qui permet à l'entreprise de faire du chiffre d'affaires un peu de façon automatique. Mais là, vous voyez bien que ça l'est pas. Donc c'est très compliqué. Les débuts sont très compliqués. Mélanie, elle sait que ça va marcher, elle a sa vision. Et elle s'accroche. L'entreprise a été créée en 2007. Donc en 2012, ça fait déjà 5 ans que l'entreprise existe, qu'elle fonctionne et que Mélanie et Cliff sont dessus. L'objectif maintenant c'est de passer à la phase supérieure et donc d'avancer vers leur vision. Mais pour ça, ils ont besoin de ce que tous les entrepreneurs ont besoin, de l'argent. C'est parti pour la deuxième partie, la confrontation au défi. Maintenant qu'il faut aller au step suivant et donc aller chercher de l'argent, il faut commencer à trouver des investisseurs. Mélanie et Cliff se font refuser, pas par un, pas par deux, mais par, écoutez-moi bien, 100 investisseurs. Il y a 100 personnes qui ont des millions à investir qui n'y vont pas. Franchement ça pue hein, là. Sauf qu'à force de faire partie de ces groupes et de chercher des investisseurs et donc de les rencontrer et de les connaître, Mélanie et Cliff ils sont quand même pas mal intégrés dans l'écosystème investisseur. Et donc cette période là, elle est marquée par des leçons hyper importantes en entrepreneuriat qu'il faut vraiment retenir et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est d'apprendre des erreurs de Mélanie et de se dire que tout est possible parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, Mélanie c'est vraiment une bombe. Donc cette période est marquée par des leçons très importantes comme je disais, comme par exemple la patience, l'obligation de savoir très bien pitcher et la nécessité d'avoir une vision claire et facilement transmettable à un investisseur. Leur objectif n'est pas le projet qu'ils ont aujourd'hui. Fusion Books, c'est pas la finalité. C'est vraiment juste un step qui leur a permis de valider le marché. Pendant 5 ans. Vous imaginez la patience qu'il faut pendant 5 ans. On passe maintenant à la troisième partie, la naissance de Canva. Quand même, en 2012, ils arrivent à rencontrer un investisseur qui a l'air d'être intéressé. C'est Bill Tay. Ils voient leur projet et ça l'intéresse pas mal. Bill Tay leur présente donc Lars Rasmussen, cofondateur de Google Maps. Rien que ça. Rien que ça. Mélanie a rencontré le cofondateur de Google Maps. Je sais pas à quel... Comment tu te sens quand tu rencontres ce mec? Combien d'argent il a ce mec? Il a même pas de page Wikipédia. Et donc Lars, le cofondateur de Google Maps, est super intéressé par le projet, mais Mélanie et Cliff, franchement, ça l'emballe pas trop. Et donc il leur dit, il vous faut un autre mec tech et il faut que vous en preniez parmi ceux que je vais vous conseiller. Il leur présente donc Cameron Adams, qui est un ancien employé de Google et qui a toute l'expertise tech nécessaire. À ce moment-là, Cameron Adams est déjà en train de créer une start-up dans la Silicon Valley, de lever des fonds et tout. Mais quand Mélanie et Cliff vont lui pitcher le projet, il change d'avis et il se dit qu'il va s'associer. Il devient donc le troisième associé avec comme poste chef de produit. Et là, il leur dit quelque chose de très important, Fusion Books, on arrête. Donc Mélanie et Cliff qui ont construit pendant 5 ans Fusion Books doivent changer de nom. Et donc là il leur dit il nous faut un nom qui fasse beaucoup plus waouh, beaucoup plus boom, beaucoup plus moderne et où en fait ce soit pas uniquement dédié aux annuaires d'école. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver Canva. Ensemble, tous les trois, l'ambition maintenant est de réinventer le design graphique. Et l'objectif c'est de créer une plateforme ultra intuitive et accessible à tous. Le jour J arrive enfin, en 2013, le lancement de Canva est officiel. Et alors là, c'est un énorme tournant pour la société et vous vous attendez tous à un énorme boom, un énorme avantage et tout le monde a envie d'utiliser Canva. Mais pas du tout. C'est un flop, un énorme flop. Ça ne marche pas, mais alors pas du tout. Le problème de Canva, c'est qu'il n'y a pas assez de fonctionnalités. Et donc à l'heure actuelle, tout le monde fait appel à un designer ou à un graphiste et ces personnes-là sont formées à Photoshop. Donc à aucun moment
ils ont envie d'aller sur un autre logiciel. Parce que forcément, un autre logiciel, ça fait un peu amateur. Et un logiciel qui est là pour faciliter et démocratiser le design court. Donc en fait, les designers n'y vont pas. C'est pas la cible du tout. Ces gens-là, ils ont envie de montrer qu'ils ont une expertise et donc d'utiliser des logiciels que le commun des mortels ne connaît pas. La vraie cible, c'est le commun des mortels. Mais le commun des mortels, pour l'instant, pense encore, à tort, que c'est trop compliqué. Et la plateforme n'est pas encore assez intuitive. Donc là, le vrai travail commence. Canva est sorti. Il va falloir ajouter des fonctionnalités, voire en enlever et simplifier au maximum. Et donc là, c'est des appels aux clients tous les jours. Mélanie a toujours gardé ça depuis Fusion Books et depuis sa vente de foulards, d'appeler et d'être en contact avec les clients. Donc tous les jours, elle appelle des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients pour savoir les fonctionnalités qu'ils voudraient et en fait elle fait des tests en permanence. Ce qui permet d'augmenter le nombre de fonctionnalités, d'élargir la bibliothèque d'éléments de design, mais surtout, et à cette époque-là, c'était pas encore si démocratisé, de créer une communauté d'utilisateurs fidèles. Imaginez que vous êtes sur un nouveau produit. Ça marche coup-ci coup-ça, vous comprenez pas encore beaucoup l'intérêt que ça va avoir, mais vous sentez le truc. Et en plus de ça, la fondatrice vous appelle pour avoir votre avis. Je peux vous dire que vous devenez après ça ambassadeur de la marque. Parce que vous y croyez déjà. Et en plus, quand vous demandez une fonctionnalité, elle est là la semaine d'après. Donc en fait, vous avez l'impression de co-créer la marque avec l'équipe de l'entreprise. Et donc ce truc-là, qui aujourd'hui est ultra lambda et que tout le monde utilise, à cette époque-là, c'est pas très connu et ça permet de créer une vraie communauté. Et ça, c'est la deuxième leçon qu'on peut apprendre de Melanie Perkins. Outre la première leçon, c'était sur le fait qu'entrepreneuriat, ce n'est pas tout beau tout rose. Le début est très compliqué et il faut beaucoup de patience. La deuxième leçon qu'on peut apprendre de Melanie Perkins, c'est l'importance de créer une communauté. C'est quelque chose en tout cas que moi j'ai vraiment mis en avant dans mon entreprise et dans ma stratégie. Parce que donc j'ai une agence de communication mais j'ai également lancé un logiciel tech. C'est pour ça que je suis autant intéressée par les autres femmes qui ont pu lancer des logiciels tech. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de Melanie Perkins, c'est de créer cette communauté. Donc moi, les 2 premières semaines de lancement de mon logiciel, j'ai eu 80 personnes que j'ai toutes appelées au téléphone pendant 1 heure pour avoir leurs avis sur le logiciel. Est-ce qu'ils arrivent à voir la vision de ce que j'ai envie de créer? Sachant que c'est un logiciel qui est dans l'intelligence artificielle, pour vous raconter, c'est un logiciel qui crée automatiquement du contenu pour Instagram par l'IA. Donc c'est niché sur les entrepreneurs mais n'importe qui peut l'utiliser. Et donc mon but là actuellement c'est de trouver le type exact de personne qui peut utiliser tous les jours. Et quelles sont les fonctionnalités à rajouter parce que pour l'instant on en est vraiment au tout début. On en est à la V1 de Canva mais pour Isia, nous ça s'appelle Isia. Et donc tous les jours en fait on appelle tous les testeurs. Ça prend beaucoup de temps mais c'est ultra formateur. C'est parti pour la 4e partie. Échec et résilience. Et alors vous allez voir que c'est très loin du storytelling entrepreneuriat qu'on voit sur LinkedIn en ce moment. Canva, c'est une entreprise et une aventure jalonnée d'échecs. Mais vraiment systématiquement, quasiment quotidiennement. Parce que Canva, ça disrupte beaucoup. Et les designers, les graphistes ont l'impression que ça va les remplacer. Donc il y a énormément de feedback très négatif. Et en fait, la cible n'y va toujours pas. Ces moments sont très douloureux. Il y a beaucoup de remises en question. Et Mélanie et Cliff sont à ça d'arrêter. Imaginez juste 2 secondes s'ils avaient arrêté. Mais encore une fois, excusez-moi, on va revenir à ça. Je suis vraiment Miss Solution. Mais 3e leçon qu'on peut apprendre de Melanie Perkins, c'est que au moment où vous voulez arrêter, dites-vous qu'il vous reste ça avant d'y arriver. Et qu'au moment où vous vous dites je suis à ça d'arrêter, en fait continuez. Parce que c'est le moment où il faut continuer. Et à ce moment-là, au lieu d'être super triste et de pleurer au fond de son lit, Mélanie elle se dit quoi? Super, plus c'est dur et plus j'apprends. Ça, je suis désolée, ça sonne un peu comme du storytelling, je suis pas persuadée de cette information. Parce que je veux bien qu'il y ait certaines fois ils se disent ah super, j'ai appris un truc de cet échec. Pas sûr, je pense que la plupart du temps elle chouine dans son lit le soir comme tous les entrepreneurs et c'est la galère. Et c'est hard et c'est dur. Et c'est aussi le but de cette série de vidéos, c'est de montrer l'entrepreneuriat sur LinkedIn n'est pas la vraie vie. Tout ce que vous voyez sur j'ai gagné 5000 € en 2 heures, j'ai machin, je réussis, je fais un chiffre d'affaires de 10 000 par an. Non en fait ça n'existe pas. Mais par contre c'est quand même l'occasion pour Canva d'améliorer le logiciel et de faire quelque chose qui colle encore plus aux attentes des utilisateurs parce qu'ils les ont tous les jours au téléphone donc c'est facile d'améliorer en fonction de ce qu'ils attendent. Tout d'abord il faut surtout privilégier l'interface utilisateur, ce qu'on appelle l'UI UX design.
Il faut absolument que ce soit de 1 joli, mais surtout et impérativement facile. Il faut que je comprenne exactement où je peux trouver la fonctionnalité que je cherche. Et ça, dans un logiciel aussi complexe que Canva, je pense que c'est le plus dur. C'est pour ça qu'avant d'ajouter des fonctionnalités, il faut déjà vérifier que celles qui sont mises sont comprises. Donc à la rigueur, au début, il vaut mieux en enlever que d'en rajouter. À ce moment-là, chaque échec est une opportunité d'améliorer Canva. Donc d'un côté, c'est super positif parce que franchement, elle ne s'est jamais arrêtée et Canva s'est toujours améliorée. De l'autre côté, je pense que moralement, la santé mentale, ça devait être très compliqué à cette époque-là, mais on ne sait pas. On passe maintenant à la partie 5, expansion et impact. L'expansion de Canva est phénoménale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont trouvé leur cible et que les fonctionnalités sont prêtes, le bouche à oreille et la com sont crazy. Je vais vous passer là tout de suite quelques exemples de communication qu'ils ont faites. Well, excuse me, Mr. Hollywood. It's just me and Canva Video. Just one click and bye-bye background. Easy. What will you design today? At Canva. Canva ajoute donc la possibilité de faire des vidéos, de collaborer en équipe, et ça, croyez-moi, en école de commerce, sur les travaux de groupe, ça sauve la mise. Et à ce moment-là, Canva sort enfin de la bulle designer. Canva va enfin aller chercher ses vrais utilisateurs finaux. Le but ultime de l'entreprise depuis le début, c'est de démocratiser le design à des gens qui ne savent pas faire de design. Et donc à ce moment-là, Canva réussit à s'intégrer dans les écoles, dans les petites entreprises et petit à petit dans les grandes entreprises aussi. Et donc à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, Canva c'est des nouvelles fonctionnalités quasiment quotidiennement et c'est de l'innovation quotidienne pour que tout le monde puisse être satisfait de l'utilisation de Canva. Aujourd'hui, il y a plus de 85 millions de comptes créés sur Canva. 85 millions. Ce qui fait donc évidemment de Canva une énorme entreprise connue mondialement. On parle des chiffres maintenant. Combien Canva a développé? Combien de personnes utilisent Canva? Ça, je pense que ça va bien vous intéresser. En 2013, la société a levé 3 millions de dollars. Et c'est là que Fusion Books va passer à Canva. C'est en 2019 que Canva réalise encore un énorme saut dans l'innovation et va intégrer sa propre banque d'images et donc acheter et acquérir 2 sociétés, Pixabay et Pexels. Je pense que si vous touchez un minimum au graphisme en ligne, vous connaissez, c'est des banques d'images libres de droit, gratuites, enfin vous savez qui sont payantes si vous voulez, mais la plupart sont gratuites. Et c'est en fait ce que Canva va intégrer dans sa banque d'images pour permettre de faire des présentations libres de droit. En 2020, les revenus de l'entreprise s'élèvent à 316 millions de dollars. Et donc la société est valorisée à 6 milliards de dollars. En plus de ça, l'entreprise n'a rien à envier aux autres entreprises du secteur parce qu'en 2020, 41% des employés sont des femmes. Et alors, autant vous dire que c'est beaucoup plus haut que les autres entreprises dans la tech aujourd'hui. En 2021, l'entreprise emploie 1600 personnes et la CEO est toujours Melanie Perkins. Bref, Canva rachète et rachète et rachète encore plus d'entreprises pour l'aider à son développement. Et surtout, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, mais en 2023, fin 2023, début 2024, Canva crée sa propre intelligence artificielle qui vous permet de créer des images ou des vidéos à partir d'un prompt très simple. En plus de ça, ça vous permet, on va mettre une petite démo là. En plus de ça, comme vous le voyez tout de suite apparaître à l'écran, vous pouvez choisir le style d'image, vous pouvez choisir plein de choses qui vont faire en sorte que votre image va absolument correspondre à ce que vous voulez et faire encore plus d'images libres de droit. Pour l'instant, l'IA de Canva est assez critiquée parce que c'est pas encore au point, mais comme pour toute chose que fait Mélanie, croyez en la vision et faites confiance. Bref, comme vous le voyez aujourd'hui, Canva est un succès planétaire. Et Canva est donc devenu une licorne en 2021 après avoir encore levé des fonds qu'il a valorisé à 3,2 milliards de dollars. Pour ceux qui ne savent pas et pour qui je suis allée un peu trop vite, une licorne c'est une startup ou une société qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars sur le marché. Donc à partir du moment où vous levez des fonds et
enfin pas forcément, encore une fois ça peut être organique, mais où l'entreprise est valorisée plus d'1 milliard de dollars, vous devenez une licorne. En France, il n'y en a pas tant que ça, même si ça commence pas mal à se développer. Et en Australie, pareil, comparé en tout cas aux États-Unis. Et donc c'est pour ça que l'entreprise de Melanie Perkins, qui est toujours restée australienne, même si elle a des bureaux un peu partout, le principal siège est à Sydney, et un cas assez rare de licorne qui n'est pas américaine. Bref, il est temps de conclure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi toute cette vidéo avec moi et je vous récapitule un peu tout ce qu'il faut retenir de cette aventure pour que vous puissiez vous ensuite l'intégrer dans votre aventure entrepreneuriale. L'histoire de Canva est un témoignage de l'impact transformateur de la technologie sur nos habitudes de consommation. Ajoutez à ça l'importance d'écouter ses utilisateurs, mais aussi de la persévérance face à l'adversité. Je pense qu'on a compris et je pense que c'est ce qui a fait le fort succès de Melanie Perkins et de Canva. Et j'espère qu'aujourd'hui vous ne direz plus que vous ne connaissez pas de femme qui ait fondé une start-up dans la tech, parce que Melanie, non seulement elle l'a fondée, mais elle est aujourd'hui milliardaire. Elle a même pas encore 40 ans, elle a une fortune de 3,5 milliards de dollars, en tout cas c'est une estimation, et elle-même est valorisée à quasiment 10 milliards de dollars. Melanie est toujours restée CEO de sa start-up avec Cliff, ils sont d'ailleurs mariés, ils ont des enfants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram si vous voulez d'autres vidéos de ce type avec peut-être d'autres personnalités. Je regarde absolument tous les messages. Vous pouvez l'envoyer sur notre compte Instagram que je vais vous mettre juste ici, qui est Quartz Agency, donc QUARTZAGENCY-8. Et comme ça, vous allez pouvoir nous envoyer d'autres idées de vidéos ou en tout cas de personnes dont vous voudriez qu'on parle. On a plein d'idées, mais vraiment plein. Et on revient très rapidement, normalement la semaine prochaine, pour l'épisode 2. Ciao ciao!